Allora, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Intanto, benvenuti nella nostra sala virtuale di Edition Maison des Langues. Io sono Vittoria Ambrosini e sono la responsabile per le formazioni online di questa nostra fantastica casa editrice. Io intanto do il benvenuto a voi che siete già collegati alla nostra sala virtuale e do il benvenuto anche a Amandine Chetel, anche lei già connessa e che tra poco, ecco, ci proporrà un piccolo test tecnico tra 5 minuti per vedere se il suo microfono e la sua webcam sono pronti all'azione. Dopodiché alle 5, quindi tra una decina di minuti, le lasceremo la parola per la presentazione di oggi. Una presentazione che, come sapete, è dedicata a Codado, il nostro nuovo manuale, quindi dedicato a voi, dedicato al vostro contesto di insegnamento in Italia. E in particolare Amandine ci mostrerà come utilizzare in classe, quindi con delle proposte di attività concrete, le map minds, quindi le carte mentali e i video nella lezione di francese lingua straniera. Allora, appunto, mancano ancora 10 minuti, intanto coglierei l'occasione per fare assieme a voi un piccolo test tecnico con la mia voce. E allora, vedete che avete a disposizione una finestra di chat tramite la quale stiamo interagendo. Allora, vi chiederei di dirmi intanto tramite la finestra di chat se sentite bene la mia voce, se il volume è a posto, se ritenete che sia troppo basso e via dicendo. Ok, allora mi dicono bene. Ecco, colgo l'occasione per informarvi che nonostante voi siate un pubblico che ci ascolta dall'Italia, la formazione di oggi sarà in lingua francese, quindi la presentazione da parte di Amandine sarà comunque in francese. Allora, mi dite intanto che si sente molto bene, forse qualcuno vorrebbe un volume un po' più alto, allora provo a sistemare. Ok, allora credo che adesso il volume dovrebbe andare un po' meglio. Ok, perfetto. Allora, ecco, visto che ci siamo, approfittiamo direttamente per fare questo piccolo test tecnico con Amandine Kettel. Amandine, si tu veux bien activer ton micro et ta webcam aussi, comme ça on peut se voir et on peut voir aussi si on t'entend et si on est prêt pour commencer cette formation. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, notre cher public, si vous pouvez nous dire si le son est OK de votre côté, si le volume est bien, s'il faut augmenter un petit peu. OK. Super. Alors là, apparemment, ça va. On te voit très bien, Amandine. E quindi riprendo a parlare in italiano. Anzi, no, continuo in francese così Amandine ci capisce meglio. Je disais au professeur qu'on va commencer dans 8 minutes environ. Donc, pour le moment, on vous laisse avec un petit peu de musique. Après quoi, à 5 heures, je vais vous donner les informations pour suivre cette rencontre virtuelle. Après quoi, on laisse la parole à Amandine pour sa présentation d'aujourd'hui. Merci bien et bienvenue dans notre salle virtuelle. C'est à À 4 toutes. heures, pas 5 heures. Oui, à 4 heures. Oui, c'est 4 heures parce que normalement, c'est à 5 heures qu'on commence nos rencontres virtuelles. Donc là, aujourd'hui, on a anticipé un petit peu. OK. Alors, bonne écoute et à toutes. Ok, allora eccoci qui, siamo quasi pronti per cominciare, mancano solo 2 minuti all'inizio di questo webinar su Codado. Allora ne approfitto intanto per darvi qualche informazione importante, ecco, prima di lasciare la parola a Amandine. Allora, innanzitutto, ecco, sappiate che questo webinar è in corso di registrazione. Quindi il video di tutta la formazione sarà disponibile tra qualche giorno e vi diremo dove, quindi potrete vederlo in replay, non preoccupatevi se avete perso qualche passaggio, se volete rivedervi qualche punto che vi interessa di più, perché appunto avrete a disposizione il video in replay gratuito. Altra cosa molto importante, come si svolgerà questo webinar? Questo webinar si svolgerà in questo modo. La finestra di chat, ossia conversation, che abbiamo usato fino ad adesso per interagire tra di noi, durante la presentazione di Amandine sarà chiusa per evitare che vi distraiate troppo.
ma al posto di questa finestra avrete a disposizione un'altra finestra del tutto simile all'interno della vostra schermata che se vedete in alto ha come titolo QER, quindi question-réponse. Quella finestra potete usarla per inviarci le vostre domande inerenti alla presentazione. Come gestiremo queste domande? Queste domande le vedremo alla fine, quindi dopo la presentazione di Amandine, e appunto per motivi organizzativi è importante che sappiate questo. Dunque, le domande che riguardano i contenuti pedagogici di questa formazione, quindi l'uso degli strumenti quali le carte, le map minds e i video a lezione, quindi le domande che hanno un contenuto di questo tipo le rivolgeremo direttamente a Amandine e lei vi risponderà in diretta. Per quanto riguarda invece altre questioni di ordine più commerciale, quindi le domande che riguardano la distribuzione di Codadò e anche di altri nostri titoli in Italia, le date in cui saranno disponibili i componenti di questo corso, i prezzi, le modalità di richiesta delle vostre copie saggio o domande sull'acquisto dei titoli, invece vi chiediamo di rivolgerle direttamente al nostro contatto presso Eli Edizioni in Italia. Il nostro contatto è Catherine Matelot e di Catherine vi daremo per l'appunto i contatti, ok? Quindi numero di telefono, email e via dicendo, al termine di questa presentazione, perché di sicuro lei sarà la persona più indicata per fornirvi tutte le informazioni di cui avrete bisogno in questo senso. Altre cose che ci tenevo a dirvi, sì, un'ora dopo il termine della presentazione riceverete una mail che vale come certificato di iscrizione a questo webinar e nella stessa mail avrete anche il link a un piccolo questionario online. È un questionario molto breve al quale vi chiediamo di rispondere perché ci possiate dare la vostra sensazione sulla formazione di oggi. Quindi fateci sapere cosa ve ne pare. E questo ci aiuterà poi anche a proporvi, a migliorare sempre più le formazioni virtuali che vi annunceremo in futuro. Mi sembra di aver detto quasi tutto, anzi manca ancora una cosa ed è la seguente. Oltre al video di questa formazione, avrete a disposizione, quindi ve li manderemo nei prossimi giorni, i PDF, ok? Perché possiate già conoscere più a fondo il manuale dei tre livelli di Codado. Ok? Quindi noi abbiamo i vostri contatti e avremo cura di mandarvi questi PDF. Dopodiché a giugno, quando sarà disponibile la versione digitale, quindi i codici di attivazione sulla piattaforma Bismart di Codado, avremo anche allora cura di trasmetterli a chi di voi sarà interessato. Così oggi conosciamo un po' il manuale in versione cartacea e una volta che avrete i codici, quindi tra qualche mese, ve li daremo in omaggio in modo che possiate anche conoscere la versione digitale di questo nuovo manuale. Ok, mi sembra di aver detto tutto. Ad ogni modo, allora, ci rivediamo al termine della presentazione per le vostre domande in diretta. Et adesso lascio la parole à Amandine. Donc, Amandine, si tu veux bien reactiver ton micro et ta webcam aussi, je te laisse la parole et on se revoit à la fin de ta présentation. Ok, parfait. Merci beaucoup et bonne rencontre virtuelle à tout le monde. C'est bon, vous m'entendez bien? Ouais, Oui, ça ça marche. va. Ok, super. Parfait. Eh ben, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va aussi bien que possible dans cette situation un peu étrange. J'aurais préféré faire ça en face à face avec vous, qu'on ait un petit peu plus de temps, qu'on puisse faire des activités, etc. Mais c'est mieux que rien. Ça m'empêche pas de pouvoir vous présenter ce que j'avais envie de vous présenter et de nous rencontrer et de continuer à avancer dans notre formation pédagogique, à améliorer notre manière d'enseigner, à trouver des nouvelles idées, etc. Donc, mon idée aujourd'hui, c'était de vous présenter donc ce nouveau manuel de code ado qui a été donc conçu vraiment spécialement pour les enseignants en Italie, les enseignants de français langue étrangère en Italie. Et j'avais envie de me focaliser sur deux aspects qui sont donc l'utilisation de la vidéo et l'utilisation de la carte mentale. Donc je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec ces outils-là, je suppose que la vidéo, oui.
la carte mentale, on va en reparler un petit peu plus tard. Donc voilà comment on va travailler pendant cette petite heure ensemble. Donc on va d'abord se focaliser vraiment sur la vidéo et voir ce que ça apporte dans la classe et quelques exemples d'activités qu'on pourrait faire avec nos élèves en se basant sur des exemples qui viennent de Codado et d'autres de l'extérieur. J'ai varié un petit peu les plaisirs. Puis ensuite, on fera le lien avec la carte mentale. On va découvrir ce que c'est qu'une carte mentale. Je vais essayer de vous réexpliquer rapidement et concrètement ce que c'est qu'une carte mentale, comment on fabrique une carte mentale. Et ensuite, on va voir des mises en pratique vraiment concrètes pour nos classes de français, particulièrement avec les adolescents. Donc. Et puis à la fin, je vous laisserai quelques liens pour pouvoir aller un peu plus loin, des outils pour faire des cartes mentales, des références à lire si ça vous intéresse sur le sujet. Voilà, donc on peut rentrer directement dans le sujet avec tout d'abord parler de la vidéo. Je suis quasiment sûre que vous avez déjà tous utilisé le support de la vidéo dans vos classes parce que c'est un support qui est facile à utiliser. On trouve des vidéos qui viennent d'un peu partout. Maintenant avec Internet, c'est quand même très facile de trouver des vidéos. La plupart des salles sont équipées au moins d'une télévision, d'un écran. Quand on a un peu plus de chance, on a un vidéoprojecteur et quand on a encore plus de chance, on a ce qu'on appelle en français un TBI, un tableau blanc interactif. Et là, ça permet de faire beaucoup de choses. Mais en fait, l'avantage de la vidéo aussi, et notamment dans notre contexte actuel où on ne peut pas se voir avec les élèves, on n'est pas en classe, c'est que c'est très facile de leur envoyer un lien vers une vidéo qu'ils vont pouvoir regarder. Euh, Voire éventuellement de leur recommander des films, des séries, il y a des documentaires, il y a plein de choses qui sont en plus actuellement libres d'accès qui ne l'étaient pas auparavant. Donc c'est quand même un support qui est assez facile à utiliser, en tout cas facile d'un point de vue technique. On va voir ensuite d'un point de vue pédagogique ce qu'on peut en faire. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de la vidéo? Parce que dans toutes les unités de ce manuel qui s'appelle Code Ado, vous allez retrouver plusieurs vidéos qui donc sont de formats assez variés. Il y a des reportages, il y a des courts-métrages, il y a des vidéos plus documentaires sur la civilisation, etc. Vous allez en fait dans l'unité vraiment retrouver donc plusieurs vidéos qui vont vous permettre de travailler plusieurs compétences différentes. Donc là j'ai pris un exemple, donc c'est l'unité 2 je crois que c'est le niveau A1. J'ai oublié de vérifier, mais il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est forcément ça, c'est le niveau A1. Donc vous voyez qu'ici, on a 3 vidéos dans cette unité qui vont nous permettre de travailler 3 aspects. Donc par exemple, on a une vidéo sur la thématique citoyenneté qui va nous permettre de découvrir Paris avec les élèves. On a une vidéo qui va nous permettre de travailler la grammaire avec l'expression du goût. Et on a une vidéo plus culturelle, on va dire, ou plus qui va nous permettre de travailler peut-être plus le côté communicatif avec donc le club des musiciens, puisque donc dans chaque unité de Code Ado, on a un adolescent, donc ici on a notre personnage qui est en première page, qui va nous parler de sa passion. Donc ici, a priori, la musique. Voilà. Donc voilà pour les vidéos que vous allez pouvoir retrouver dans Code Ado. Je vais y revenir petit à petit pour vous montrer comment ça peut se passer. Mais avant d'aller plus loin dans la réflexion sur la vidéo, je voulais vous proposer de regarder ensemble une vidéo très courte, qui dure, vous voyez, une quarantaine de secondes. C'est une publicité, donc c'est pas une vidéo que vous allez retrouver dans Code Ado, mais voilà, pour qu'on ait un exemple commun tous ensemble. Donc je vous propose qu'on regarde cette petite vidéo très rapide, et puis ensuite je vais vous poser une question et vous pourrez y répondre.
nouvelle Polo, avec technologie semi-autonome front assist et détecteur d'angle mort. Juste ce qu'il faut de sérieux. Volkswagen. Voilà, donc je pense que vous avez tous pu regarder la vidéo. Alors on a eu un petit problème technique, donc on a vu le début plusieurs fois. Il n'y a pas de problème. Alors maintenant, je vais vous passer une question pour savoir ce que vous feriez. Donc vous avez vu cette petite vidéo très rapide qui dure une quarantaine de secondes. Donc maintenant, je vais vous laisser répondre en quelques mots clés à la question qui va s'afficher sur votre écran. Voilà, vous pouvez taper votre réponse. Que feriez-vous avec cette vidéo en classe? Donc vous pouvez me donner des idées. Qu'est-ce que vous en feriez? Alors si jamais vous avez eu un problème avec le son, je crois pas, parce que moi je l'ai bien entendu, sachez qu'il n'y a pas de parole. C'est juste les images qu'on va pouvoir exploiter ici en classe. Donc, donnez-moi quelques idées. Qu'est-ce que vous feriez avec les élèves? Voilà, j'ai quelques réponses qui commencent à apparaître. Donc, je vous laisse quelques minutes pour répondre. Je vois déjà des bonnes idées et des bons réflexes. Beaucoup d'idées. Alors, je vais déjà commencer à lire un petit peu les premières réponses qui sont arrivées. Il y en a déjà pas mal. Donc il y a plusieurs personnes qui parlent bien sûr des moyens de transport. On va pouvoir parler des différents moyens de transport et de leur évolution dans le temps et dans les âges du personnage principal ici. C'est vrai qu'on voit qu'il y a un tricycle, enfin une sorte de vélo, puis une mobilette, enfin un scooter plutôt, et ensuite une voiture. Donc effectivement, on va pouvoir travailler tout ça avec les élèves. Donc ça, c'est pas mal pour les niveaux les plus débutants, les moyens de transport. La relation entre le père et le fils, effectivement. On va pouvoir décrire les personnages, décrire les lieux, les différents lieux où se passent les différentes scènes, description physique des personnages. Alors pour des niveaux un peu plus avancés, on va pouvoir parler de l'hypothèse, faire des hypothèses, utiliser le conditionnel pour imaginer ce qui va se passer, imaginer pourquoi il s'est passé quelque chose. Faire des hypothèses sur le type de document aussi, si on coupe un petit peu avant la fin, avant qu'on voit le slogan de Volkswagen, etc. Parler des couleurs, pourquoi pas. Travailler sur les sentiments, la prudence, qu'est-ce que je vois d'autre? Parler des personnages, changer les personnages, pourquoi pas aussi faire imaginer une autre version de la publicité avec les élèves, donc en utilisant d'autres types de personnages. Pourquoi pas en la mettant au féminin et en se demandant s'il se passerait la même chose, par exemple. Donner des conseils, on pourrait proposer au père, par exemple, enfin aux élèves de donner des conseils en se mettant à la place du père. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui se disait, les rapports entre les enfants et les adultes et les parents. Euh, Ah oui, et commencer en fait en montrant seulement la première image et proposer aux élèves de faire des hypothèses sur ce qui va se passer, et puis ensuite couper à chaque nouvelle scène et leur proposer de faire des hypothèses, faire des hypothèses. Bon, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que vous avez dit. Donc vous voyez qu'avec cette petite vidéo d'une quarantaine de secondes, on a déjà énormément d'idées. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Je vais hop clôturer le sondage. Désolée pour ceux qui en sont encore en train de répondre. Hop, c'est trop tard. Voilà. Donc vous voyez qu'avec cette petite vidéo de quelques secondes, quelques dizaines de secondes, on a plein d'idées et on va déjà pouvoir faire travailler nos élèves sur beaucoup de choses. Et donc pas forcément sur de la compréhension orale, puisque vous avez vu que cette vidéo, il n'y a pas de dialogue. On peut imaginer les dialogues, bien sûr, mais il n'y a pas de travail de compréhension orale. Il n'y a qu'un seul mot qui est prononcé à la fin, et si on ne le comprend pas, ça n'empêche pas de comprendre la scène. Donc ça veut dire que dès les premiers cours de français, avec un niveau même complètement débutant, on va pouvoir utiliser l'outil de la vidéo. C'est pour ça que dans Code Ado, vous allez trouver des vidéos dès la première unité du niveau A1.
Donc, j'ai vu aussi dans les propositions que vous avez faites qu'il y avait différents aspects que vous pouviez travailler. Le lexique, la grammaire, mais aussi le côté communicatif, avec donner des conseils, formuler des hypothèses, etc. Il y avait aussi pas mal d'idées de production, avec imaginer la suite des scènes, imaginer les dialogues que pourrait dire le père, etc. Donc, vous voyez qu'on peut travailler énormément d'aspects avec cet outil de vidéo. Et là, pour le coup, cette vidéo, elle est très facile à trouver sur YouTube, par exemple. Elle est disponible. Vous pouvez envoyer le lien à vos élèves en ce moment, puisqu'on ne peut pas être physiquement avec eux, et leur proposer de multiples activités. Donc, cet outil de la vidéo est très pratique, comme vous voyez. Alors, j'ai essayé de regrouper un peu les avantages en 4 points différents. Tout d'abord, le plus important, à mon avis, c'est la motivation. En général, quand on propose à nos élèves de regarder une vidéo, quand on est en classe avec eux en tout cas, quand on leur dit maintenant on va regarder une vidéo, en général ils sont plutôt contents, plutôt motivés, parce que ça change du livre, ça change des exercices, ça change un petit peu d'aspect. Donc il y a vraiment ce côté de motivation qui est très important à mon avis. En plus, ils sont constamment confrontés à des... Enfin, confrontés, c'est peut-être pas le bon mot, mais ils regardent des vidéos constamment en fait pendant la journée, s'ils sont sur les réseaux sociaux, les vidéos que leurs amis leur envoient, s'ils regardent des séries, s'ils allument la télé, ils vont voir des publicités, des reportages. Enfin, voilà, on est confronté à la vidéo toute la journée à longueur de temps. Donc c'est important, je pense, de le faire rentrer dans la classe de français. Ça fait le lien avec mon deuxième point, c'est que la vidéo va permettre une immersion à la fois culturelle et à la fois linguistique. Donc par exemple, dans la vidéo qu'on vient juste de voir, il n'y a pas vraiment de langue, on n'entend pas la langue, mais il y a une vraie immersion culturelle. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ça se passe à Paris. On le sait, alors faut avoir observé. Moi, je l'ai vu une bonne vingtaine de fois, je pense, cette vidéo. Donc j'ai vu que la plaque d'immatriculation de la voiture à la fin a une immatriculation de région parisienne. Donc c'est un paysage déjà qui peut être différent de celui que vos élèves connaissent, même s'il n'y a pas forcément de différences énormes entre une ville italienne et une ville française, mais on peut quand même remarquer certaines choses. Donc il y a un côté culturel qui va être intéressant, et bien sûr, selon les vidéos que vous choisissez, ce sera plus ou moins intéressant d'un point de vue culturel. Et d'un point de vue linguistique, quand on choisit une vidéo où des personnages parlent, si c'est une vidéo authentique qui n'a pas été créée pour les apprenants, ils vont être baignés dans une langue naturelle, authentique, avec des perturbateurs de son, de la musique, comme dans la vie réelle en fait. Donc ça permet un vrai bain linguistique et culturel. Ensuite, l'utilisation de l'image comme vecteur entre les langues. Par exemple, là, cette vidéo, quel que soit notre niveau de français, on est capable de la comprendre. Donc il faut bien penser que l'image va vraiment aider à la compréhension des élèves. Donc lorsqu'on va choisir une vidéo où il y a aussi des dialogues, c'est intéressant, je pense, de vraiment travailler sur l'image dans un premier temps, surtout si on travaille avec des élèves de niveau débutant. Parce qu'ils vont comprendre l'image, ils vont pouvoir s'appuyer sur l'image pour faire des hypothèses, pour décrire, pour déjà comprendre qui sont les personnages, où ça se passe, etc. Et ensuite, dans un second temps, dans une deuxième étape, on va pouvoir s'attacher à comprendre l'oral, en fait, vraiment la langue. Donc c'est à mon avis important de le garder en tête que l'image va les aider à accéder au sens. Donc pas forcément se lancer directement dans une activité de compréhension orale, mais vraiment aller petit à petit en utilisant déjà l'image pour la décrire, pour comprendre, faire des hypothèses, etc. Et ensuite, en général, une vidéo va stimuler un petit peu l'expression écrite et orale de nos élèves. Déjà, lorsqu'on va leur demander à l'oral, comme ça, de faire des hypothèses, de décrire, etc., en général, la parole est beaucoup plus libérée que si on leur propose de décrire un texte ou d'écrire des choses, de répondre à des questions, à un questionnaire, etc. Et vous avez suggéré dans vos idées de, par exemple, écrire les dialogues entre le père et le fils, ou écrire des hypothèses, réécrire les scènes en changeant les personnages. Donc je pense que si vous proposez ça, c'est parce que vous savez que vos élèves vont être plutôt motivés pour faire ça, et ils vont être plus stimulés peut-être que si on leur demandait de partir d'une image fixe ou d'un texte ou juste d'un son. La vidéo en général stimule vraiment l'expression de nos élèves.
Alors, ensuite, une fois qu'on sait que la vidéo est utile pour nos élèves, il s'agit maintenant de choisir la vidéo, ce qui n'est pas forcément évident parce il y a une multitude de possibilités qui existent. Donc, j'ai essayé de résumer ici quelques critères qui me semblent vraiment importants. J'en ai noté 6, mais il y en aurait sans doute d'autres à noter. Voilà, à vous aussi de vous faire votre petite liste à vérifier. Donc, la première chose, bien sûr, c'est qu'il y ait une pertinence, un lien avec notre objectif pédagogique. Ça paraît évident, mais je pense qu'il ne faut pas forcément utiliser la vidéo juste comme une récompense à la fin d'un cours, par exemple, mais vraiment essayer de l'intégrer à notre cursus pédagogique, à nos objectifs, etc. Donc, si on travaillait le lexique des transports, ou des émotions, ou les exclamations, ou parmi toutes les propositions que vous avez faites auparavant, la petite vidéo de la publicité pour la voiture, ça fonctionne très bien, ça va nous permettre de faire une petite pause, de faire s'exprimer les élèves, etc. Mais il y a toujours une pertinence avec notre objectif pédagogique. Deuxième point, c'est la qualité du média. Alors par qualité, il y a deux choses différentes. D'abord, la qualité technique. Là, la vidéo que vous avez vue, normalement, elle est en bonne qualité visuelle et le son est de bonne qualité. Si vous téléchargez des vidéos de trop basse qualité ou si, enfin, selon les outils que vous utilisez, il faut faire attention parce qu'il faut que ça reste quand même agréable à regarder. Donc des fois, voilà, il faut faire attention à pas trop baisser la qualité des médias. Donc ça, c'est vraiment un point de vue technique. Ou lorsqu'on reviendra un jour dans nos classes, attention aussi à la qualité de la connexion, etc. Parce que si on peut pas bien voir la vidéo ou si elle est saccadée, etc., on va perdre le côté motivation et agréable. Et le deuxième point en ce qui concerne la qualité, c'est la qualité de réalisation, j'ai envie de dire, de la vidéo. Si vous choisissez des vidéos qui sont réalisées par des personnes amateurs, il y en a plein maintenant sur Internet, il y a des choses qui sont vraiment de très bonne qualité, qui sont faites par des particuliers, des amateurs, mais il y en a aussi qui sont vraiment très mal filmées, ça bouge, le son n'est pas bon, la qualité de l'image n'est pas belle, voilà, les couleurs ne sont pas belles. Donc il faut vraiment choisir quelque chose qui soit bien réalisé, avec une bonne qualité de son et d'image, pour que ce soit agréable à regarder. Ça paraît aussi évident, mais des fois on trouve vraiment la chose parfaite pour nos cours parce qu'on utilise du passé composé, etc. Et on oublie un peu que ça va pas forcément plaire à nos élèves si la qualité n'est pas bonne. Troisième point qui est très important, qui rejoint un peu le précédent, c'est la validité des contenus. C'est-à-dire que justement, comme un peu tout le monde aujourd'hui peut mettre en ligne des vidéos sur les thèmes qu'il veut, qu'il soit spécialiste ou non, il faut faire très attention à ce qu'on montre à nos élèves, parce que voilà, moi je peux décider du jour au lendemain de poster une vidéo en disant que je suis une spécialiste de l'archéologie, par exemple, et raconter n'importe quoi. Et voilà, il y a pas de, on n'a pas de source, on ne sait pas exactement. Donc il faut vraiment vérifier qui parle, pourquoi est-ce qu'il parle de ça, est-ce qu'il y a vraiment une source scientifique derrière, par exemple. Mais voilà, c'est très important la validité des contenus. Donc dans un premier temps, vous pouvez trouver des vidéos qui sont faites par des chaînes de télévision connues, par exemple, ou par des réalisateurs connus, ou des voilà. Allez déjà vers les choses que vous connaissez. Ensuite, il faut que la vidéo, le contenu de la vidéo apporte quelque chose de différent de ce que vous allez pouvoir transmettre à vos élèves. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à aller beaucoup vers la fiction ou les publicités ou les bandes annonces de films par exemple ou des choses comme ça parce que voilà, on part dans la fiction ou alors des reportages qui se passent vraiment ailleurs et qui montrent des choses que les élèves ne pourraient pas voir. Ça leur permet de sortir un peu de la salle de classe. Donc si vous montrez une vidéo d'un enseignant qui est face à son tableau et qui explique une règle de grammaire, par exemple, c'est pas sûr qu'on garde le côté motivation et stimulation de nos élèves. Bon, après, à vous de choisir, mais... Cinquième point, pardon, il faut que l'image et le son aient de l'intérêt. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, l'image va vraiment aider nos élèves à accéder au sens. Et nous, en tant que prof de langue, prof de français, des fois, on a tendance à trop se focaliser sur ce qui est dit dans la vidéo, ce qu'on va pouvoir en tirer d'un point de vue linguistique, grammatical, lexical, voire même phonétique. Et on oublie des fois un petit peu de penser à l'image, à ce qu'ils vont pouvoir décrire, à ce qu'ils vont pouvoir observer, etc. Donc voilà, bien penser aux deux aspects, surtout pour les niveaux débutants, je crois.
Et enfin, la dernière chose, c'est le critère technique. Comment est-ce que vous allez transmettre cette vidéo à vos élèves? Donc, en ce moment où on est chacun chez soi, est-ce que vous pouvez facilement leur envoyer un lien? Est-ce que ça vient d'une plateforme qui est payante, par exemple? Donc, est-ce qu'on va devoir leur demander un abonnement? Voilà, bien réfléchir à tout ça. Et lorsqu'on reviendra en classe, bien réfléchir, est-ce que dans ma salle de classe, il y a de quoi projeter la vidéo? Est-ce que j'ai une bonne connexion à Internet? Si j'ai pas une bonne connexion à Internet dans ma classe, eh ben, est-ce que je peux télécharger la vidéo pour pouvoir la mettre sur une clé USB, par exemple? Voilà. Donc bien réfléchir à tous ces critères pour pas être bloqué lorsqu'on va vouloir s'en servir avec les élèves. Voilà. Donc maintenant qu'on a bien choisi notre vidéo, il va falloir mettre en place un scénario pédagogique, une exploitation pédagogique. Donc j'ai récapitulé ici 6 étapes qui sont en fait les étapes préconisées par TV5, TV5 Monde, que je suppose vous connaissez quasiment tous. Donc TV5 Monde, qui est donc une chaîne de télévision francophone qui vous propose sur son site internet de nombreuses vidéos libres d'accès avec des exploitations toutes faites, toutes prêtes. Et ils suivent en général cette démarche, cette méthode en 6 étapes. Donc avec d'abord une étape de mise en route, où avant de regarder la vidéo, on va plonger un peu les élèves dans l'univers, les préparer, etc. Puis une étape de découverte du document. Très souvent, cette étape de découverte du document, c'est de regarder la vidéo justement sans le son pour s'attacher à l'image et pouvoir faire des hypothèses, etc. Ensuite, il y a une première étape de compréhension globale. Donc on va poser, en général, la compréhension globale, notre objectif, c'est que les élèves soient capables de répondre aux questions qui, où, quand, comment, pourquoi, voilà, c'est ce genre de questions. Et ensuite, on va pouvoir aller dans la compréhension plus détaillée, plus fine, qui correspond bien sûr au niveau des élèves. Et on va pouvoir commencer à se focaliser sur des aspects qui nous intéressent pour introduire petit à petit le travail sur la langue. Donc, travail sur la langue, ça peut être de la grammaire, du lexique, de la syntaxe, un côté plus communicatif, comme vous avez dit par exemple tout à l'heure, de savoir donner des conseils. Pourquoi pas la phonétique aussi. Et enfin, le travail de production, où on va proposer à nos élèves de réemployer tout ce qu'ils viennent de découvrir en lien avec la vidéo. Donc, comme vous aviez dit par exemple tout à l'heure, l'exemple de réécrire le scénario de la vidéo, de la publicité, mais en changeant les personnages. Donc, je dis réécrire, c'est pas forcément une production écrite, ça peut être d'être fait à l'oral, d'être joué, d'imaginer les dialogues, voilà, on va pouvoir imaginer beaucoup de choses. Donc, ça veut pas dire que pour toutes les vidéos, on va faire ces 6 étapes, mais c'est très important, je crois, de ne pas avancer trop rapidement et de ne pas surestimer nos élèves parfois en voulant aller directement vers un travail sur la langue, par exemple. Si, voilà, il faut bien se dire qu'il faut d'abord qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de voir, que c'est la première fois qu'ils voient cette vidéo. Nous, en général, pour préparer notre cours, on l'a vu un certain nombre de fois, au minimum 3 fois, je pense. Donc voilà, nous, on a l'impression que c'est facile à comprendre, on a bien saisi, mais c'est pas forcément le cas pour nos élèves. Alors voilà, par exemple, dans Code Ado, donc c'est toujours l'unité 2 de Code Ado 1, donc niveau A1. Donc on est dans l'unité enfin dans la leçon plutôt, qui permet aux élèves d'apprendre à exprimer leur goût. Donc alors vous voyez peut-être pas très très nettement, je vous explique rapidement ce qu'il y a sur la page. Ils vont découvrir donc les verbes au présent, donc notamment le verbe aimer, adorer, détester, voilà, des verbes du premier groupe. La négation aussi pour pouvoir dire j'aime ou je n'aime pas. Le lexique pour exprimer les goûts, donc avec les verbes et oui non c'est essentiellement les verbes et quelques activités, les loisirs, etc. Donc pour mettre ensuite tout ça en place, on va pouvoir utiliser une petite vidéo qui est un court métrage. Alors je crois que je vous ai mis ici, voilà. Et on vous propose une fiche pédagogique que vous pourrez télécharger sur la plateforme, une fiche pédagogique pour exploiter le plus complètement possible cette vidéo. Et vous pouvez voir qu'on reprend les étapes que je viens de mentionner. Donc on commence avec une activité d'anticipation. Donc avant de regarder la vidéo, déjà on va travailler un petit peu sur par exemple sur l'expression coup de foudre et sur les expressions d'aimer, de pas aimer, etc. Ensuite on regarde la vidéo plusieurs fois et on fait donc une étape de découverte du document, puis une étape de compréhension avec une petite activité vrai ou faux. Donc on ne va pas demander à ce qu'ils comprennent l'intégralité de la vidéo, même si vous allez voir qu'elle est assez simple, on va la regarder tout à l'heure.
Et ensuite, on va faire un travail sur la langue. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir voir plus concrètement, et puis on va revenir rapidement sur cette petite fiche pédagogique pour que vous ayez un exemple concret. Donc voilà, on va pouvoir regarder la vidéo. Oups, pardon. Oh, désolé. Oh, Quoi? on a le même. Mais tu écoutais Ne me quitte pas de Jacques Brel? Oui, j'aime beaucoup Jacques Brel. Moi aussi. C'est ma chanson préférée. Et toi aussi? Tu aimes la salsa? Oui, j'adore. Et les sushis? Oui, j'aime beaucoup. Et faire la cuisine, tu aimes ça? Non, je n'aime pas du tout. Eh ben moi non plus. Et prendre le petit déjeuner le dimanche matin sur une terrasse ensoleillée? Oui, j'aime bien faire ça. Et ce que je préfère, c'est partir en vacances. Mon pays préféré? C'est Madagascar. Ma couleur? Vert. Les chats? Les chiens? Bon, ben, salut. Salut. Voilà, je pense que vous avez tous réussi à voir la vidéo. Alors désolé, on a eu un petit problème de son au départ. Comme les connexions le débit d'internet est en train d'être diminué un peu partout, c'est compliqué d'un point de vue technique, mais je pense que vous avez tous réussi à le voir. Donc, on n'a pas laissé jusqu'au bout parce qu'après, en fait, la vidéo vous propose de répéter, de faire répéter en fait au personnage certaines phrases clés qui sont importantes justement pour les activités. Donc là, on vous a montré juste le court-métrage. Donc peut-être vous avez remarqué que les acteurs parlent d'une manière très distincte, parce qu'en fait, ce sont des vidéos qu'on appelle des microfilms, des petits films, qui sont en fait faits pour les apprenants de français. Donc ce sont des situations qui pourraient être dans un film, avec des phrases tout à fait naturelles, mais le débit est un petit peu plus lent pour justement permettre aux apprenants de comprendre facilement et d'être motivés sans problème. Voilà. Donc, maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous voyez dans la fiche pédagogique, on va pouvoir vraiment travailler l'expression du goût avec toutes nos étapes, donc anticipation, découverte du document, où là on va utiliser des images pour faciliter la compréhension des élèves, la compréhension avec l'activité vrai ou faux, le travail sur la langue avec
Les adverbes, on va proposer aux élèves de réutiliser, par exemple, beaucoup, aussi, du tout, non plus, etc. Préféré ou préfère. Et une étape de production. Donc là, c'est expliqué en italien, mais si j'ai bien compris, il faut que les élèves, pardon, désolé pour mon niveau d'italien, mais il faut que les élèves expriment leur goût et expliquent quelles sont leurs activités préférées, de loisirs, etc. Donc vous voyez que ça s'intègre parfaitement avec l'unité que nous avons ici dans le livre. Donc c'est vraiment un document en plus pour permettre aux élèves de travailler, de découvrir aussi d'une manière différente, plus motivante peut-être. Enfin, en tout cas, ça permet de changer de support. Voilà pour la vidéo. Je vous propose maintenant de parler un petit peu de la carte mentale. Donc déjà, sachez qu'on peut lier carte mentale et vidéo. La carte mentale, alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, donc je vais reprendre quelques bases et déjà vous montrer pourquoi est-ce qu'on parle de la carte mentale, parce que dans Code Ado, à la fin de chaque unité, vous allez retrouver une carte mentale. Donc pour ceux qui n'en ont jamais vu, voilà ce que c'est qu'une carte mentale. C'est donc un schéma qui permet de récapituler certaines choses. Donc ici, on va utiliser l'outil de la carte mentale pour récapituler le lexique à la fin de chaque unité, avec, vous le voyez, des couleurs, des illustrations, des mots-clés, pour pouvoir permettre à l'élève, en fait, en un clin d'œil, de visualiser tout le lexique le plus important à mémoriser dans son unité. Et on ne donne pas juste la carte mentale et point. En fait, on propose aussi dans la colonne que vous avez sur la droite ici, des activités pour réexploiter ce vocabulaire. Et surtout, on propose à l'élève de refaire sa propre carte mentale pour pouvoir s'approprier le lexique, choisir le lexique qui l'intéresse, pourquoi pas ajouter des choses qui lui ont semblé intéressantes, etc. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une carte mentale? Avant d'aller plus loin, il faut que je vous explique quand même des fois que certains d'entre vous n'en aient jamais entendu parler. Donc, si on veut donner une définition très simple, en fait, la carte mentale, c'est un dessin, vous l'avez vu, qui permet d'organiser des informations, d'organiser des pensées, des données, sous la forme d'un schéma qui est censé représenter l'ordre de la pensée. C'est pour ça qu'on parle d'une carte, comme une carte routière ou une carte du monde, mais mentale, qui doit représenter l'ordre de votre cerveau, de vos pensées, de votre réflexion. On va toujours avoir deux éléments, dans une carte mentale, le noyau, avec la thématique principale, et ensuite des branches avec des idées, des mots-clés, etc. Et les objectifs de cette carte mentale, ça va être d'organiser les idées, de relier les idées entre elles, de les connecter, et essentiellement de mémoriser les choses. Donc, je vous montre un exemple de carte mentale qui, en fait, va nous servir à savoir comment est-ce qu'on fabrique une carte mentale. Donc, vous voyez qu'on a toujours notre noyau et des branches autour, avec des couleurs, des dessins, etc. Donc, une carte mentale, en général, ça se lit dans le sens des aiguilles d'une montre et on commence toujours en haut à droite. Donc, on commencerait ici par la branche papier. Donc, pour faire une carte mentale, il nous faut du papier. Alors, premier point, déjà, on va voir que on n'est pas forcément obligé de le faire sur papier, notamment en ce moment où c'est quand même plus facile de travailler en ligne. Je vais vous suggérer quelques sites internet qui permettent de faire des cartes mentales, et en plus des cartes mentales collaboratives. Donc, on va pouvoir proposer à nos élèves de travailler en groupe, en petits groupes, sur la même carte mentale. Mais moi, personnellement, je préfère vraiment le faire sur papier. Et pourquoi pas après prendre en photo et l'envoyer pour en ce moment. Donc, une feuille de papier, la plus grande possible, donc format au moins A4. Si ça peut être plus grand, c'est mieux. On va toujours prendre le papier dans le sens horizontal, donc format paysage, et si possible, une feuille de papier toute blanche, donc pas de lignes, pas de carreaux, etc. Deuxième branche, ensuite, on va commencer par dessiner le cœur de la carte mentale. Donc le cœur, ça représente le sujet ou la thématique principale qu'on va mettre donc au centre de la feuille. Idéalement, il faut essayer d'imager, je ne sais pas si c'est vraiment un mot, mais d'illustrer, on va dire, ce cœur, donc pas forcément le faire un carré ou un rond, mais plutôt alors soit une forme neutre, soit on a un petit peu de talent et on peut dessiner, et dans ce cas-là, on va pouvoir faire une forme d'un objet, d'un concept, etc. Une fois qu'on a notre cœur, on va pouvoir développer les branches, les différentes branches. Donc, chaque branche correspond à un thème, et
chaque thème et chaque branche va correspondre à une couleur, si possible. Donc c'est un outil qui est vraiment très visuel, donc c'est important d'y mettre des couleurs, d'y mettre des dessins, etc. Ça va nous aider à ce que ce soit le plus lisible possible. Vous voyez, ces branches, elles ont toute une forme souple, inclinée, donc ça doit être... Alors ici, on nous marque que incliné au maximum de 45 degrés. On va pas mesurer nos angles de branches, mais c'est important que ça n'aille pas tout en haut ou tout en bas, ou voilà, parce que c'est pour une question en fait d'espace dans notre feuille. Et il faut que toutes ces branches aient une longueur plus ou moins égale. Là encore, on va pas mesurer, mais ça va nous permettre de ne pas avoir l'impression qu'il y ait une branche plus importante que l'autre. Voilà. Voilà les raisons de ces codes. Une fois qu'on a dessiné nos branches, il va falloir écrire des mots sur nos branches. Donc, on parle de mots-clés. Donc, ça veut dire maximum 2, 3 si vous voulez, mais 2 ou 3 mots, 1 ou 2 en fait c'est mieux, 1 ou 2 mots sur chaque branche. Vraiment, donc c'est un très bon exercice, je trouve, pour les élèves lorsqu'il va s'agir de résumer des concepts ou résumer une histoire ou je ne sais quoi. C'est d'être capable de choisir le mot le plus parlant en fait. On écrit toujours le mot au-dessus de la branche, donc en haut de la branche, pas au bout, parce que si vous l'écrivez au bout, vous n'allez pas pouvoir redémultiplier les branches, et pas en dessous, c'est une convention, on l'écrit toujours au-dessus. Voilà. Et dernière chose importante, ça va être d'illustrer notre carte mentale avec des pictogrammes, par exemple. Donc des pictogrammes les plus simples possibles, les plus évocateurs possibles, qu'on puisse en un clin d'œil comprendre de quoi il s'agit. On va pouvoir faire des dessins, dessiner des petits symboles, des petits pictogrammes. Si on n'est pas capable de dessiner, pourquoi pas coller des choses, calquer, découper, imprimer. On peut imaginer beaucoup de choses quand on ne sait pas dessiner. Mais c'est important de l'illustrer au maximum pour que ce soit rapide à comprendre et donc rapide à mémoriser. En fait. Donc maintenant qu'on sait comment fabriquer une carte mentale, on va voir à quoi ça peut servir. Ah pardon, j'avais oublié que je vous avais mis ça. Donc j'ai essayé de résumer en quelques mots les ingrédients pour une bonne carte mentale, c'est d'être créatif, de mettre des courbes, donc éviter les lignes droites et les angles, hein, on l'a vu, beaucoup de couleurs et des images, des pictogrammes, etc. Et plus important, qui peut nous intéresser peut-être vraiment en ce moment, c'est qu'on peut aussi faire des cartes mentales sur des petits logiciels ou sur des sites internet. Donc je vous ai mis ici 3 exemples qui sont gratuits. Donc c'est FreeMind, Xmind, FreePlane, qui fonctionnent tous plus ou moins de la même manière. En général, il faut se créer un compte. Il y en a énormément en fait. À la fin, dans les références que je vais vous donner, je vous en suggère d'autres en fait. J'ai pas particulièrement de préféré, mais en tout cas c'est gratuit ou en général vous avez le droit de faire 2 ou 3 ou 4 cartes mentales. Puis après, il faut soit les effacer, soit payer. Mais bon, c'est une première manière de commencer. Donc je vais revenir là-dessus après, parce que je vous suggérerai d'autres sites. Donc maintenant qu'on sait comment fabriquer une carte mentale, on va voir à quoi ça peut servir. Donc alors je sais que c'est pas tout à fait lisible cette image, mais bon, ce qui nous intéresse, c'est surtout les 6 points qui sont autour de la carte, justement, les 6 branches. Donc à quoi ça sert une carte mentale? Ça va servir à mémoriser. On a vu l'exemple du lexique à la fin de l'unité. Donc récapituler et mémoriser. Synthétiser. Donc pourquoi pas synthétiser une leçon, une règle de grammaire, une histoire, si on lit une histoire ou si on regarde un film par exemple, résumer, etc. Organiser des idées, organiser un projet par exemple, organiser le travail final de l'unité, organiser l'année, on peut organiser beaucoup de choses. Réfléchir, moi je sais que je l'utilise beaucoup aussi avec mes élèves en début d'unité pour faire un remue-ménage, un brainstorming, et je vais essayer de noter toutes leurs idées de la manière la plus organisée possible sous forme de carte mentale. Alors c'est pas forcément toujours évident, mais ça permet de stimuler en fait l'imagination souvent et d'arriver à plus d'idées que si on n'avait pas fait une carte mentale. Présenter, par exemple, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis en train de vous présenter les fonctions de la carte mentale grâce à une carte mentale. Donc, c'est un bon outil à montrer à nos élèves pour, par exemple, préparer un exposé ou préparer un examen oral. Ça va leur permettre de résumer toutes les informations et de pouvoir les dire de la manière la plus spontanée possible. Et enfin, collecter des données, collecter des informations pour pouvoir ensuite construire
un plan, par exemple, d'une dissertation ou d'un exposé, collecter le maximum d'informations possible. Donc maintenant que vous savez à quoi sert une carte mentale, je vais vous proposer une deuxième question, comme tout à l'heure, où vous allez pouvoir écrire encore quelques mots. Donc n'écrivez pas forcément des phrases complètes, mais quelques mots. Donc la question c'est comment est-ce qu'on peut utiliser la carte mentale en classe de FLE à votre avis? Donc vous avez déjà vu un exemple avec le lexique. Est-ce que vous avez d'autres idées comme ça maintenant que je vous ai expliqué un petit peu ce que c'est qu'une carte mentale? N'hésitez pas à écrire en quelques mots ce que vous pourriez en faire. Je vous laisse quelques minutes de réflexion. Je peux vous donner un indice, on peut tout faire avec une carte mentale. Ah voilà, il y a des idées qui arrivent. Je pense que vous les voyez en direct. Je vois que vous avez de bonnes idées. Je vous laisse encore quelques minutes pour pouvoir répondre. Alors, je vais commencer déjà à regarder un petit peu avec vous. Donc, il y a plusieurs personnes qui nous parlent de grammaire, bien sûr. Ça va être très pratique pour résumer une règle de grammaire ou la conjugaison des verbes, etc. Ça, c'est sûr. Ensuite, j'ai vu plusieurs personnes qui proposent pour préparer une présentation orale, préparer un exposé, un examen oral, préparer aussi le plan qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Préparer le plan d'une production orale, voilà, et production écrite, je suppose, ça peut marcher aussi. Faire des résumés, le lexique, bien sûr, la grammaire, on en a parlé. Pour un cours de géographie, alors j'imagine que parmi vous, il y a des personnes qui font comment ça s'appelle, des DNL, des cours d'une autre matière en français, qu'effectivement, vous allez vraiment pouvoir vous servir aussi. Je vois que vous parlez de géographie, de civilisation, de littérature, d'histoire. C'est clair, pour résumer le programme de l'année, pour se présenter, tout à fait, pour élaborer des projets, élaborer des idées, organiser un nouveau sujet, tout à fait. Bon, j'ai l'impression que vous avez déjà pas mal d'idées. Réviser, bien sûr, on ne l'a pas forcément dit ça, mais réviser quelque chose à la fin, par exemple, d'une unité, être sûr que tout le monde ait bien tout compris, ou alors lorsqu'on débute un nouveau sujet, mais que c'est nécessaire d'avoir des acquis, c'est pas mal pour réviser aussi, pour rappeler les règles ou le lexique de quelque chose. Bon, très bien, je vois que vous avez plein d'idées, donc je clôture ce sondage. Hop. Voilà. Et je vais vous montrer quelques exemples concrets voilà, qui viennent de profs de FLE ou de classes de FLE. Donc, alors déjà, oui, pardon. Avant de vous montrer des exemples, j'avais fait une petite liste, mais je pense qu'en général, on a quasiment tout dit. Donc, récapituler le lexique d'une leçon, on l'avait dit. Synthétiser une règle de grammaire, mémoriser le lexique et la règle de grammaire, parce qu'on peut l'expliquer, le récapituler, mais après, le mémoriser. Organiser ses idées, son discours, donc comme vous l'avez dit, pour préparer un examen, pour préparer un écrit, etc. Planifier un projet, recueillir des informations sur une personne ou sur un sujet, préparer un exposé. Bon, je pense qu'en général, on avait déjà dit toutes les idées. Donc voilà quelques exemples. Premier exemple, alors je vous donnerai après les références de la plupart des cartes mentales que j'ai trouvées, que j'ai essayé d'en trouver des belles pour pouvoir vous en montrer des belles. Et donc celle-ci, elle vient du blog de Marion Charot, je vous montrerai les références à la fin. Donc c'est une activité brise-glace pour se connaître au début de l'année, par exemple. Alors vous connaissez peut-être le portrait chinois. Si j'étais un pays, je serais l'Italie, par exemple, parce que j'adore les pizzas. Je dis n'importe quoi, mais pour vous donner un exemple. Donc on peut très bien faire
cet exercice sous la forme d'un questionnaire et puis les élèves dialoguent entre eux. Mais pourquoi pas aussi résumer toutes les informations sur une personne sous forme de carte mentale qui va pouvoir nous servir un peu de portrait de la personne pour la suite de l'année, par exemple, ou qu'on va pouvoir afficher dans la classe ou mettre dans un cahier qui regroupera tous les portraits de chaque élève. Donc ça, on peut l'utiliser en interaction. Donc les élèves vont pouvoir se demander l'un et l'autre et compléter la carte mentale de l'autre. Ou pourquoi pas le faire en travail à la maison et ensuite on va se présenter, enfin en travail à la maison ou individuel, et ensuite on va se présenter au reste de la classe avec cet outil de carte mentale. Donc vous voyez qu'ici on a des branches pour chaque question. Donc si j'étais un pays, si j'étais un appareil électroménager, une œuvre d'art, un moyen de transport, un plat cuisiné, etc. À nous de choisir ce qu'on met sur les branches. Ici, c'était pour un niveau un petit peu plus avancé que débutant, donc on proposait aussi aux élèves d'expliquer pourquoi. Soit en un dessin, parce que, bon, tout dépend voilà, tout dépend de ce qu'on a écrit comme réponse, soit pourquoi pas en une petite phrase selon le niveau de l'élève. Donc voilà un premier exemple qui permet donc de présenter quelqu'un ou de se présenter. Un autre exemple, donc, pour résumer une règle de langue, ici une règle de grammaire sur les prépositions et les articles pour parler des goûts et des activités. Donc ça vient du même site internet, c'est la même autrice de carte mentale qui fait ça très bien, donc c'est pour ça que j'ai pris beaucoup d'exemples chez elle, parce que c'est toujours très beau. Donc voilà ici résumé toutes les manières d'utiliser les prépositions, donc faire de avec du, de la, etc., des, jouer à ou jouer au ou jouer à la, aimer sans préposition, jouer de pour les instruments de musique, et puis vous voyez en bas en bas au centre, on a une échelle avec tous les verbes pour exprimer les goûts. Donc voilà, alors l'idée c'est pas forcément de donner cette carte toute faite aux élèves, c'est plutôt de la concevoir avec eux ou de leur demander de la concevoir entre eux par petits groupes par exemple. C'est en faisant qu'ils vont pouvoir apprendre, réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait regrouper les choses et donc mémoriser. Donc c'est intéressant d'avoir des belles cartes mentales à leur montrer éventuellement de temps en temps, mais je pense que le plus important c'est qu'ils les fassent. Donc voici un exemple. Un autre exemple, donc ça c'est un exemple, en fait c'est un exercice de compréhension d'une compréhension orale d'une chanson. Et donc, alors je ne me rappelle jamais du titre de la chanson, j'aurais dû le noter. C'est pas très important, c'est juste pour vous montrer la dynamique. Donc en fait, on a écouté 2 ou 3 fois la chanson et on peut voir que l'élève, au fur et à mesure, a pu ajouter des informations sur. Donc c'est une chanson dans laquelle on décrit un appartement. Et donc on a commencé par faire chaque pièce, plus ou moins les branches représentent chaque pièce, et donc noter au fur et à mesure ce qu'il y a dans chaque pièce ou ce qu'il n'y a pas. Donc voilà, ça permet donc de prendre des notes, en fait, de proposer aux élèves de prendre des notes de manière organisée, et donc d'avoir une écoute la plus active possible, puisqu'il va falloir comprendre et ensuite réfléchir à où est-ce qu'on place les éléments qu'on a récoltés pendant l'écoute, où est-ce qu'on les place sur la carte. Donc c'est un exercice qui n'est pas forcément facile au départ, mais qui va pouvoir, enfin qu'il va falloir répéter souvent qu'il va falloir répéter plusieurs fois pour que les élèves s'habituent à cette manière de faire. Et je pense que c'est vraiment une bonne manière d'avoir le plus d'informations possible. Et en plus, on gagne du temps pour la suite, puisqu'elles sont déjà organisées, ces informations. Donc une fois qu'on a cette carte mentale avec le plus de notes possible, on va pouvoir très facilement leur proposer un questionnaire, par exemple, pour vérifier s'ils ont bien compris, et ils vont aller piocher dans leur carte mentale les éléments, par exemple. Voilà. Donc pour une compréhension, pour une prise de notes, pour les élèves, pour les niveaux les plus avancés, c'est intéressant. Je pense que c'est important de travailler la prise de notes. Donc c'est un très bon outil. Je crois qu'il me reste un exemple. Oui. Alors pourquoi pas, on parlait tout à l'heure d'organiser une production écrite. Ici, vous voyez un CV sous forme de carte mentale. Donc c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les élèves. Alors c'est vrai peut-être avec plutôt des adultes, mais avec des ados, c'est important aussi de commencer à travailler le format du CV. Donc pourquoi pas le faire d'une manière un peu plus ludique, surtout pour des adolescents pour qui le CV n'est pas forcément encore un outil très concret et très utile. Donc ça permet de regrouper toutes les rubriques d'un CV classique sous forme de carte mentale, ce qui va nous permettre de récolter le maximum d'informations avant de le mettre en place
pardon, de le mettre en forme sous forme d'un CV plus académique. Donc voilà, là vous allez retrouver toutes les rubriques, donc les coordonnées, les formations suivies, l'expérience, les outils maîtrisés, les activités, les compétences, etc. Donc ça, voilà, c'est un plan pour une production écrite. Voilà, je n'ai plus d'autres exemples à vous montrer. Donc pour conclure rapidement, et comme ça on va avoir le temps de répondre à quelques questions si vous en avez. Donc vous voyez que ces deux outils, la vidéo et la carte mentale, c'est des outils qui permettent dans les deux cas de stimuler la motivation des élèves, la créativité et de faire des choses dynamiques avec eux. Donc grâce à ces outils aussi, l'apprenant va développer des méthodes d'apprentissage personnalisées. Il va s'approprier des savoirs, des savoir-faire, il va s'immerger dans la culture ici francophone, ce qui nous intéresse, et savoir utiliser toutes ces ressources dans un contexte qu'on va lui donner. Donc si vous êtes, si la carte mentale vous semble un outil intéressant, je vous invite à commencer à l'utiliser déjà pour vous. Si en ce moment vous regardez des conférences ou des petites vidéos sur des sujets précis, pourquoi pas essayer de prendre des notes sous forme de carte mentale, par exemple, ou d'organiser votre journée sous forme de carte mentale. Enfin, essayez de vous approprier petit à petit cet outil pour ensuite pouvoir le proposer aux élèves. Comme promis, je vous ai mis ici 4 références. Donc la première référence, c'est le site internet de Marion Charot, qui est donc une spécialiste des cartes mentales et en plus des cartes mentales reliées au FLE. Donc son site internet qui s'appelle Territoire des langues, je vous invite vraiment à aller le voir parce qu'elle a des très très belles cartes mentales dessus que vous pourrez utiliser comme inspiration ou pour montrer à vos élèves. Voilà. Ensuite, il y a 2 articles du ministère de l'Éducation nationale française qui parlent des cartes mentales. Je vous invite à les lire si ça vous intéresse. C'est assez intéressant, ça permet de reprendre les bases. Et 2 autres programmes que j'ai mis, donc MindMap et FraMindMap, qui sont d'autres programmes gratuits et faciles à utiliser. Donc voilà, il y en a encore plein d'autres, mais je ne vais pas faire la liste complète. À vous de trouver celui qui vous plaît le plus. Ils ont des fonctionnalités un peu différentes selon ce que vous voulez en faire. Voilà, je vous invite donc à me poser des questions si jamais vous en avez. Je crois qu'il nous reste quelques minutes pour y répondre si besoin. Alors, j'en profite pour remercier tout d'abord Amandine Kettel pour sa présentation. Et voilà la petite boîte pour vos questions finales. Alors comme ça, si vous en avez, si vous avez des curiosités, Amandine pourra les voir en direct et vous répondre dans les dernières minutes de cette rencontre virtuelle d'aujourd'hui. Alors, je vous rappelle, je continue en français, comme ça c'est plus logique. Je vous rappelle que Amandine, là, va se charger des questions du point de vue pédagogique liées à sa présentation d'aujourd'hui. Par contre, tout ce qui a à faire avec vos questions plus commerciales, par exemple par rapport à la distribution de Codado, de nos ouvrages en Italie et demande des spécimens et tout ça, vous pouvez vous adresser à Catherine Matelot. Alors là, à la fin de la rencontre virtuelle, je vais vous indiquer les contacts de notre collègue qui est la responsable pour Eli Edizioni et qui est notre lien avec les éditions Maison des langues en Italie. Et voilà, donc pour le moment, pour tout ce qui est carte mentale et vidéo, allez-y avec vos questions. Et pour tout le reste, après, je vous passe les contacts de Catherine Matelot. Donc il y a plusieurs personnes qui écrivent. Mhm. Alors, on va attendre quelques minutes. Et quand tu es prête, Amandine, tu peux commencer. Alors je vois que l'outil de la carte mentale a l'air d'être quelque chose de nouveau pour certaines personnes, donc bah, je suis contente de vous l'avoir fait découvrir. J'espère que ça vous plaira.
C'est génial la carte mentale en langue. Bah oui, oui, c'est clair. C'est génial pour tout de toute façon, mais c'est clair que pour les langues, c'est super, surtout qu'on va pouvoir l'utiliser avec tous les publics, les enfants comme les adultes, et avec tous les niveaux. Par exemple, des enfants qui n'ont jamais fait de français, on peut commencer par les faire dessiner, et petit à petit arriver à des mots, par exemple. Ah bah voilà, justement, c'était la question. Pour quel âge? Pour des ados, du lycée? Ah, donc je suppose que cette question, c'est plutôt par rapport au livre, euh, je pense. Alors, Code ado, est-ce que c'est pour plutôt lycée? Est-ce qu'il y a des tests et des contrôles? Je pense que c'est ça. Alors pendant ce temps-là, je vais répondre à l'autre question. La longueur maximale d'une vidéo à utiliser en classe, parfois si c'est trop court, c'est un problème. Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Je pense que déjà, ça dépend ce que vous voulez en faire. Donc, par exemple, une vidéo, enfin, ça dépend comment vous allez l'exploiter. Par exemple, la petite vidéo qu'on a vue de quelques secondes, la publicité, ça va juste être un déclencheur pour pouvoir parler de certaines choses. On va pas la regarder, on va la regarder peut-être 2 fois, mais pas beaucoup plus. C'est un déclencheur pour pouvoir lancer une thématique, lancer voilà, des certaines manières de parler, etc. Mais ouais, si on veut faire une exploitation plus profonde d'une vidéo, il faut bien penser qu'on va la regarder en classe au moins 3 ou 4 fois peut-être. Donc il faut pas qu'elle dure plus de 5 minutes à mon avis. Et déjà 5 minutes, si on la regarde 4 fois, ça fait 20 minutes. Donc sur des cours de 50-55 minutes, ça va très très vite. Donc bien penser qu'on regarde toujours plusieurs fois les vidéos. Donc à mon avis, maximum 5 minutes. Mais après, ça dépend du niveau des élèves aussi. Quand on est à un niveau plus avancé, on va pouvoir regarder des choses un peu plus longues, s'entraîner à la prise de notes par exemple. Donc, voilà, c'est difficile de vous donner un chiffre, mais quand vous choisissez votre vidéo, pensez bien à combien de fois vous allez la montrer en classe pour justement pas y passer trop de temps, entre guillemets. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui apparaissent. Où est-ce qu'on peut trouver des vidéos? Alors, bah, vous avez l'embarras du choix. Alors déjà, il y a la plateforme de Maison des langues qui s'appelle, je crois, Bismart en Italie, sur laquelle vous allez retrouver des petits courts-métrages, des vidéos de différents types. Donc commencez déjà par regarder là, parce que l'avantage, c'est que vous avez toute l'exploitation pédagogique qui vous est proposée. Donc tout est prêt, vous n'avez plus qu'à envoyer à vos élèves. Sinon, bah, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais TV5 Monde, ça reste un site de référence sur lequel vous avez des milliers de vidéos qui sont libres de droit et avec une exploitation pédagogique aussi qui peuvent servir pour plein de thèmes différents et tous les niveaux. Donc, commencez déjà par ces deux thèmes, ces deux sites-là, pardon, parce que le travail est déjà prêt pour vous. Donc, c'est quand même un grand gain de temps. Et après, j'ai envie de vous dire, ben, tout Internet est disponible, donc tout dépend combien de temps vous voulez y passer à chercher la bonne vidéo. C'est pas forcément facile. Qu'est-ce que je vois d'autre comme question? La carte mentale pour la littérature, pour les évaluer, cohérence et contenu. Je pense que pour travailler effectivement la cohérence et la cohérence en littérature, je pense que c'est un bon outil pour, par exemple, faire le plan d'une dissertation ou le plan d'un commentaire de texte ou des choses comme ça. Ça permet de bien débroussailler le terrain avant de se lancer dans la rédaction. Et pourquoi pas évaluer les cartes mentales, oui, pourquoi pas. Après, il faudra se mettre bien d'accord sur le format, par exemple, et puis avoir une grille d'évaluation qui soit claire pour les élèves, mais je pense que ça peut être un bon outil aussi. Euh, Est-ce qu'on peut faire un site pour faire des cartes mentales interactives à plusieurs? Alors, je crois que la plupart des sites que je vous ai recommandés permettent cette fonctionnalité-là. Après, je n'ai pas tout en tête, mais il y en a certains qui permettent d'être qu'à deux ou trois, d'autres qui permettent d'être à beaucoup plus nombreux. Donc, je vous invite à regarder, à fouiller un petit peu. Il y en a aussi qui sont plus ou moins jolis. Il y en a qui permettent de mettre des couleurs ou pas. En fait, il y en a vraiment plein. Moi, j'ai beaucoup utilisé MindMap. MindMap. Donc M-U-P. MindMap. Voilà. Si vous voulez commencer par celui-là, par exemple, c'est pas mal. Ça, le seul reproche, c'est que c'est pas aussi joli qu'une carte mentale faite à la main. Ah oui, on demande si on peut remettre. Mais de toute façon, vous aurez accès au diaporama avec les liens. On va vous l'envoyer ou on va vous oui, on va l'envoyer. le mettre en ligne avec la vidéo, l'enregistrement de la rencontre virtuelle d'aujourd'hui. C'est bien ça. Ok. Ok.
Alors, je crois que, il faut qu'on ferme cette session parce que là, l'heure est arrivée de vous dire au revoir. Donc, je remercie Amandine Kettel pour sa présentation d'aujourd'hui et je remercie aussi notre public qui a participé. Et donc, si vous avez aimé cette rencontre virtuelle, sachez que il y a d'autres rencontres virtuelles au programme pour le mois d'avril en particulier. Je vais vous les montrer ici. Alors ici, vous voyez dans la dernière diapo avec laquelle on vous laisse. Alors là, vous avez que Amandine Kettel va être avec nous pour d'autres rencontres virtuelles aussi au mois d'avril, pour 3 rencontres virtuelles. Après quoi, au programme, on a aussi cette présentation sur la ludification ou gamification au service de l'enseignement qui va être qu'on va vous proposer pour le 30 avril. Et donc, pour toute info supplémentaire et pour trouver les liens d'inscription à ces rencontres virtuelles, voilà, vous pouvez vous rendre sur notre page web. Et voilà le lien, je vous le passe. Et là, donc, vous pouvez procéder à votre inscription si vous le souhaitez. OK, alors je crois que c'est tout. Donc, merci beaucoup. Merci Amandine, une autre fois. Merci à vous. Et donc, à la prochaine rencontre virtuelle. Merci tout le monde. Au revoir et bon courage à